On va commencer donc sur cette nouvelle table ronde en essayant d'être le plus efficace, vif, etc. avant l'émission d'Edoui Plenel qui sera en direct ici même juste après nous. Il y a un invité qui nous rejoindra dans quelques minutes qui est en train d'arriver. Mais d'abord vous dire qu'on est très content, très heureux de vous proposer cette table ronde sur cette thématique. C'est un sujet qu'on porte à Mediapart, mais il y a deux raisons circonstancielles qui ont fait que c'était pour nous indispensable de consacrer une table ronde à la question des quartiers populaires. D'abord, il y a le symbole, c'est la première fois que le festival de Mediapart se déroule hors de Paris. Habituellement, pour celles et ceux qui nous font l'honneur de leur présence chaque année, c'est au 104, donc dans le 19e arrondissement. Là, c'est la première fois qu'on le fait hors de Paris, à Aubervilliers, donc au fort d'Aubervilliers. Dans une ville, bon, moi je parle en tant que local, j'ai grandi dans le quartier qui est juste en face, dans une ville qui croise énormément des problématiques qu'on va aborder aujourd'hui, à la fois sur la question des discriminations, la question de la pauvreté, mais aussi la question de l'évolution de ces quartiers populaires, l'évolution de ces communes de banlieue, la question de la mixité sociale, la question de la ségrégation, la question de la gentrification. Voilà, il y a énormément de problématiques qui se croisent ici, à Aubervilliers, et donc c'était important pour nous d'aborder tout ça aujourd'hui. Et puis la deuxième raison, c'est une raison un peu anniversaire. Donc c'est pour ça qu'on a intitulé la table ronde 2005-2025 les quartiers populaires dans la même galère, avec un point d'interrogation. Les 20 ans de ces révoltes de 2005, on va en parler, on va même commencer par là. Mais voilà, ça faisait deux raisons importante pour nous qui justifiait l'organisation de cette table ronde. Donc avec moi, je vais sans plus tarder présenter mes invités en commençant à ma gauche par Inde Ayadi, fondatrice de l'association Espoir et Création, très engagée à Garges-les-Gonesse. Donc Inde, on te laissera après présenter ça mieux que moi, mais Espoir et Création à la base, c'était sur l'offre culturelle pour les jeunes des quartiers, etc. Et aujourd'hui, c'est une association incontournable à Garges-les-Gonesse, mais pas seulement, sur plein de questions d'éducation populaire, de prévention des risques, etc. Et on aura l'occasion de parler de tout ça. Donc merci beaucoup, Inde, d'être là. Merci d'autant plus que on va faire les coulisses, t'es en béquille, dans des... Voilà, c'était un gros effort pour elle de venir, donc vraiment, je la remercie énormément. À sa gauche, Salim Dabo. Salim, engagé d'abord à la Plaine Saint-Denis, à Saint-Denis, avec un surnom, c'est le maire des banlieusards, c'est comme ça qu'on dit? Exactement. Bon, c'est vraiment, je le dis à leur place parce que je sais qu'ils sont modestes, qu'ils ne le diront pas, c'est vraiment, Inde et Salim, c'est vraiment des acteurs sur leur territoire incontournables. Incontournables sur le plan associatif, incontournables auprès de la jeunesse, incontournables aussi pour les pouvoirs publics, c'est des interlocuteurs évidemment privilégiés. Et donc Salim, voilà, à chaque fois qu'on travaille sur la Plaine Saint-Denis, sur Saint-Denis, on nous parle de Salim. Donc je suis très content qu'il ait pu venir aujourd'hui. À nouveau, à gauche, Nordine Nabili, qui regarde l'horizon. Nordine Nabili, donc journaliste. Je ne vais pas refaire toute sa carrière, il y a 30 ans de journalisme derrière lui, mais il a dirigé la rédaction de Beurre FM, il a travaillé pour RFI, il a travaillé pour Reuters, il a été directeur du Bondi Blog pendant 10 ans, à la suite des émeutes de 2005. Il aura l'occasion de nous parler de cette expérience. Et aujourd'hui, il dirige le master de l'école de journalisme de Bruxelles, après avoir coordonné le master de journalisme de Gennevilliers. Donc voilà, c'est à la fois un journaliste qui connaît par cœur cette question des quartiers populaires, de leur traitement médiatique, et aujourd'hui un formateur de journalistes. Donc avec toi, on va aussi parler de cette question du traitement médiatique des quartiers populaires. Et le dernier invité qui nous a rejoint sur le fil, Ali Djouara, député, la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, avec une circonscription qui commence à quelques mètres de là, Bobigny et Drancy, et ancien responsable associatif aussi, militant associatif à la Courneuve. Dans le quartier des 4000, l'association que tu as dirigée pendant de longues années, Assad, qui est le plus gros acteur associatif à la Courneuve, aux 4000, donc pas très loin d'ici. Donc voilà, c'est avec cette double casquette qu'on souhaitait t'avoir. Voilà pour le tour des présentations. Merci à vous quatre d'être là.
et peut-être commencer par 2005, faire un tout petit... on commence par le début de ces 20 années qui vont nous occuper aujourd'hui. Est-ce que je donne la parole peut-être aux plus anciens? Nordine, tu m'en voudras pas? Avec la sagesse de l'expérience. Bon, Nordine, toi, en 2005, tu étais déjà journaliste. Déjà journaliste. Tu prends quelques mois après les révoltes urbaines la direction d'un média qui vient de se créer à l'époque, qui est le Bondy Blog. Je fais une petite boîte noire, comme on dit à Mediapart. J'ai travaillé au Bondy Blog, j'ai été rédacteur en chef du Bondy Blog, et c'est Nordine qui fait partie des gens qui m'ont lancé dans ce métier. Donc voilà, je fais cette parenthèse pour pas qu'on nous accuse ensuite de... C'est pour ça aussi qu'on se tutoie, etc. Donc Nordine, est-ce que tu peux peut-être nous parler de 2005, toi, de tes souvenirs à l'époque de journaliste? Aujourd'hui, dans ce qu'on doit comprendre des quartiers populaires, c'est quoi ce moment? Comment tu le caractérises et comment il continue d'infuser dans la réalité des quartiers? Bonjour à toutes, bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup Ilyes de m'inviter ici. Merci à toute l'équipe de Mediapart. C'est vraiment chouette que vous veniez ici en Seine-Saint-Denis. C'est vraiment chouette, merci. Pour moi, 2005, c'est vraiment historiquement, je pense que c'est vraiment une date hyper importante parce que avant 2005, on était encore un peu sur la question sociale, en réalité. On parlait beaucoup de problématiques sociales, de problématiques de développement économique, de territoire à développer. Il y avait même de la politique de la ville. Donc on était plutôt sur encore ce qu'on pourrait appeler la lutte des classes. En gros, on avait une population en difficulté, parfois ségrégée. Enfin voilà, il y avait des questions sur lesquelles il y avait un débat politique, qu'il soit de droite ou de gauche. En tout cas, il y avait une prise en main que, au fond, ces territoires sont aussi français à part entière. Ils font partie du destin commun, du rêve républicain et ainsi de suite. Donc voilà, donc il y a eu comme ça une succession d'événements assez importants entre 95 et 2002. 95, évidemment, c'est 95-96, c'est la décennie noire en Algérie, avec l'islamisme qui commence un peu à prendre ici. Donc la France est très impliquée, évidemment, sur cette actualité, avec des attentats, avec Kelkal à Lyon, tout ça, enfin tu connais tout ça, jusqu'en 2001, jusqu'aux attentats donc, de New York. Et donc, et c'est là où on a commencé un peu à switcher, c'est-à-dire qu'à partir de 2005, on peut considérer que le débat est parti plutôt sur la question identitaire, religieuse, et là il y a vraiment eu, je pense, un nous et un eux. C'est-à-dire qu'on ne parlait plus d'un destin collectif avec des difficultés, donc des gens qu'on pourrait inscrire dans un processus d'émancipation et d'intégration. D'ailleurs, le mot intégration était un mot très fort dans les années 80 et 90. Et c'est là où, en gros, je le dis souvent comme ça pour un peu aller vite, pour pas trop prendre la parole, c'est que moi, jusqu'au début des années 2000, j'étais plutôt un citoyen d'origine maghrébine, mais français à part entière. À partir de 2005, je suis devenu un arabe musulman. Voilà, en gros, pour dire à peu près comment les choses ont été un peu calculées. Et puis, il y a eu un homme, un nom, que vous connaissez très bien à Mediapart, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait des ambitions assez importantes. Il était ministre de l'Intérieur lors du deuxième quinquennat de Jacques Chirac. Et juste avant 2005, c'est-à-dire il se préparait finalement... j'ai oublié l'élection, enfin le deuxième tour de l'élection de 2002 avec l'arrivée du Front National qui est en fait concomitante aussi avec les attentats et ainsi de suite. Donc on a vraiment eu comme ça 3-4 ans où les quartiers finalement devenaient la représentation d'une espèce de peur mondiale collective. Et donc nous sommes devenus les enfants illégitimes d'une société. Voilà, donc ça c'est pour aller très vite et pour faire un peu de la psychologie à 3 francs 6 sous. Et donc Nicolas Sarkozy a vraiment mis sur la place publique l'idée que, au fond, si on veut faire de la politique aujourd'hui, si on veut combattre le Front National, mais en même temps si on veut évidemment aller pêcher les voix et ainsi de suite, il fallait avec le verbiage assez classique, le langage de vérité, j'ai pas de tabou, en gros, je peux faire du racisme sans craindre quoi que ce soit. Et donc je pense qu'à ce moment-là, les choses se sont enfermées sur les quartiers, et ça a été très compliqué. Après, alors on reviendra après sur les discours médiatiques et tout ça, mais à ce moment-là, il y avait une espèce d'assignation de 8-9 millions de Français dans ces quartiers, dans un discours médiatique, politique,
qui était vraiment une essoreuse, et ça donne aujourd'hui, 20 ans après, une situation où on doit plutôt Voilà, on est dans une espèce de bulle, et donc c'est très compliqué aujourd'hui. Voilà, donc voilà, je pense que les interlocuteurs ici vont en dire davantage, mais c'est juste pour dire que pour moi, c'est vraiment la question sociale s'est arrêtée à partir de 2005-2006 pour devenir plutôt une question identitaire, et on en paye fort le prix aujourd'hui. Inde, peut-être pour prolonger là-dessus, dans la mémoire collective des quartiers populaires, 2005, ça occupe quelle place aujourd'hui? Est-ce que c'est encore présent? Est-ce que les jeunes générations, selon toi, connaissent cet épisode? Et pour toi, qu'est-ce que ça a changé pour la suite? Alors pour moi, il n'y a pas eu de changement. Pour moi, les inégalités sociales se sont amplifiées, d'autant plus qu'on a vécu aussi le Covid, donc il y a eu davantage d'inégalités sociales. On a eu aussi les émeutes de Naël, paix à son âme. Donc ça n'a fait qu'accentuer. Pardon, je suis désolée, j'ai pris un médicament par rapport à ma jambe et je suis un peu fatiguée. Donc pour moi, depuis 2005, rien n'a changé. Au contraire, c'est de pire en pire. Et de base, moi, par exemple, je suis designer. Donc j'ai lancé l'association pour promouvoir la culture, l'art, et finalement après j'ai vu qu'en revenant dans le quartier, parce que j'étais plus du tout dans le quartier, qu'il y avait toujours autant d'inégalités, que ce soit dans les établissements scolaires, que ce soit dans la rue. Et c'est suite au décès d'un jeune de mon quartier qui est mort devant nous, dans ma rue en plus, que j'ai décidé de m'occuper davantage de ces thématiques. Sinon, très sincèrement, j'étais pas très intéressée par ça, mais je le regardais d'une manière comme une personne lambda. Et là, j'ai constaté qu'il y avait toujours autant de décrochage scolaire. Il y a beaucoup plus de moyens pourtant. Et puis, voilà, on l'a vu vraiment avec les émeutes de Naël. Ça a été catastrophique. Pour moi, ça a été vraiment encore pire que 2005. Parce que là, en fait, nous, en tant qu'association, en tant que militants, on fait énormément de choses sur le terrain. Voilà, on a fait beaucoup de marches, on a fait beaucoup de rassemblements. Et là, on avait l'impression que 2005, et c'était en 2023, Naël, c'était encore la même chose. Et pour nous, c'était inacceptable. Et pour te dire, avec toutes les associations nationales, on avait décidé à ce moment-là de ne plus rien faire quand il y a eu les émeutes, parce qu'on s'est dit, OK, c'est bon, 2005, on s'est dit qu'on allait comprendre. C'est vrai qu'il y a eu le lancement du Bondi Blog. Il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont été mises en place via les institutions, mais aussi les associations. Et finalement, on se disait, bah non, en fait, on vit dans la même merde, en fait, clairement. Ali, peut-être, 2005, tu n'étais pas encore un acteur associatif, je crois. Tu étais peut-être un lycéen ici à Aubervilliers, déjà. Sur cette question du diagnostic que commence à faire Inde, est-ce que, 20 ans après, comment tu compares les deux époques, le cri à l'époque sur les inégalités, sur les injustices, sur le racisme, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, puisque entrons de plein pied dans ce débat-là? Oui, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Désolé pour le retard. J'étais occupé avec une visite de l'Assemblée nationale pour des jeunes et moins jeunes venus d'un peu partout. Donc voilà. Merci pour l'invitation. Effectivement, 2005, si, je venais de commencer justement mon engagement associatif, vu que j'ai commencé à m'engager à partir de 17 ans. Et oui, tout comme ce qui a été dit avant moi, je pense que à partir de 2005 et un peu avant, on a commencé à glisser vers quelque chose qu'on n'avait jamais connu, et en tout cas que la France, comme pays, comme nation, comme État de droit, se refusait d'engager. Et c'est vraiment véritablement Nicolas Sarkozy qui a commencé à justement nous faire glisser, en tout cas faire glisser collectivement le pays vers quelque chose qu'il ne souhaitait pas. Moi, je me rappelle très bien du ministère, notamment de l'identité nationale. Je me rappelle très bien, puisque je viens de la cité des 4000 à la Courneuve, du nettoyage au Karcher, des mots très forts qui ont été prononcés à l'encontre de la population. Et je pense qu'à partir de son arrivée, tous les garde-fous ont été levés. Inde le disait très bien, puisque ça fait quand même des années qu'on travaille ensemble de manière assez étroite sur ces constats. Et surtout sur, j'ai envie de dire un peu aussi, l'instrumentalisation qui est faite aussi des quartiers populaires et notamment de ces acteurs associatifs
à travers du saupoudrage de subventions, etc., qui placent les quartiers populaires et notamment ces acteurs et ces actrices comme des prestataires de services et non plus des partenaires et des experts de leur territoire et de leur quotidien. Et je pense qu'on s'est permis de faire beaucoup de choses, beaucoup d'amalgames, de beaucoup stigmatiser, d'évoquer un certain nombre de mots et de propos qui, quelques années auparavant, auraient été inacceptables, puisqu'il y a eu quand même eu très clairement, durant les années avant 2000, des situations dramatiques, tragiques dans les quartiers populaires, avec notamment, moi je prends souvent la question à la fois de l'establishment, de l'ordre établi, mais également du rapport police-population, qui pour moi dit beaucoup du regard qu'ont les institutions envers, entre guillemets, les petites gens, et notamment la question de la police. La question de la police envers, notamment les Noirs et les Arabes, elle est fondamentale dans leur rapport déontologique qu'ils ont à la population. Et je pense que quand Sarkozy arrive, tout ça, en fait, il le détruit, en fait, alors qu'il y avait eu quand même pas mal d'engagement de la part notamment des acteurs associatifs, mais surtout d'un acteur dont on parle peu des quartiers populaires, si ce n'est qu'en des termes de manque de moyens, qui est l'école. Les professeurs, les enseignants de nos écoles qui, peu à peu, n'ont pas été mis au second plan, mais on a commencé à détruire, là aussi, la fonction de l'enseignant, la fonction de l'école, ce sanctuaire, comme on aime à rappeler, de notre pays. Et c'est là où je pense que je m'inscris vraiment totalement dans le prolongement de ce qu'ont dit mes collègues. On va pouvoir revenir sur cette question de l'école et des violences policières, parce qu'elles sont importantes. Mais si je me fais, moi qui travaille au contact donc, du gouvernement, de l'exécutif, de la droite, etc., quelque chose qu'on entend souvent, c'est depuis 2005, on a mis des milliards d'euros dans les quartiers populaires. La rénovation urbaine, on nous cite souvent voilà, ces programmes-là, et le visage des quartiers populaires, il a changé depuis 2005. Si je prends les 4000, visuellement, il n'y a plus les bars et les tours de l'époque, visuellement ça a changé. Au-delà de ce constat, et qu'est-ce que vous répondez à cet argument les uns et les autres, de dire, depuis 2005, il y a eu des dizaines de milliards d'euros déversés, c'est ce qu'on entend souvent à droite et à l'extrême droite, dans les quartiers populaires. Nordine et après Salim peut-être. D'accord, oui. En fait, depuis 2005, on a mis des milliards partout, hein. Pas seulement dans les quartiers populaires. On en a mis notamment dans les entreprises, certainement 3 ou 4 fois plus. On en a mis dans le développement territorial, on en a mis dans les écoles. En 20 ans, l'État investit et c'est normal. Je pense que c'est une verberie classique de l'extrême droite ou de la droite un peu radicale qui consiste à réduire en réalité un engagement classique et normal. Et quand bien même ces milliards-là ne viennent pas de nulle part, ils viennent aussi de la richesse collective pour laquelle les gens qui habitent dans ces quartiers, je le rappelle, c'est 8 à 10% de population, contribuent aussi collectivement. Donc on est quand même dans un mensonge assez grossier. Le deuxième point, et je reviens sur ce que vous avez dit à l'instant, les quartiers populaires ne sont rien d'autre finalement que l'émanation aussi de la classe ouvrière. C'est-à-dire que dans les années 60, 70, 80, les gens qui habitaient dans les quartiers étaient dans les usines, étaient dans les chantiers, contribuaient finalement, et c'était souvent des migrants évidemment, soit évidemment des migrants donc, qui viennent au-delà de nos frontières, mais aussi parfois des simples exilés ruraux qui venaient. Et donc les quartiers ont absorbé, notamment chez nous, ici en Seine-Saint-Denis, ont absorbé donc toutes ces populations. Et donc tant que cette partie de la population vivait dans une espèce de vie collective dans le cadre des 30 Glorieuses et ainsi de suite, elle ne posait aucun problème, sinon que les problèmes de droit du travail, de volonté d'aller plus loin. Et donc il y avait une espèce comme ça de participation collective, et donc finalement, d'où la force d'ailleurs du Parti communiste dans ces quartiers, c'est ce qu'on appelait ici d'ailleurs la banlieue rouge et ainsi de suite. Donc si vous voulez, la vraie difficulté, c'est que à un moment donné, les séparations se sont faites parce qu'il n'y avait plus un dénominateur commun qui était en fait le travail, le destin commun collectif, la classe ouvrière. Et donc à partir du moment où on a mis une partie de la population française en dehors
du destin finalement collectif à travers le travail et donc la participation à la richesse qui, au fond, finalement, leur revient après parce qu'on réinvestit et ainsi de suite, là, on commence en fait à mentir dans une espèce comme ça d'imaginaire collectif qui consiste à faire croire que ces gens-là sont arrivés, ne participent pas, mais en même temps, ils profitent de quelque chose. Donc toutes les personnes qui disent qu'on a mis des milliards dans les quartiers, oui, on a mis des milliards. Les quartiers ont fondamentalement changé, c'est vrai. Architecturellement, aujourd'hui, quand vous faites le tour de France, on n'est absolument plus dans la même configuration esthétique des cités. Mais ça, c'est la forme, c'est les choses qui... Parce qu'à la limite, ça, c'est assez facile à faire. Ce qui est plus difficile à faire, en fait, ce qui est difficile à faire, c'est de changer les mœurs. C'est pas de changer la gueule des quartiers. Et donc, de ce point de vue-là, on a essayé de disqualifier donc le travail, enfin l'apport finalement des habitants du quartier. Et le deuxième point, c'est que, et je m'arrête là, hein, mais le deuxième point, c'est que les quartiers ne sont pas vierges d'histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu des combats dans les années 60, 70, 80. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait cette mixité finalement. C'est-à-dire que quand un jeune couple se mariait et décidait de commencer sa vie, souvent il commençait dans le quartier en réalité, donc le logement social et ainsi de suite. Et donc vous aviez comme ça une communauté de destin. Vous aviez des jeunes qui arrivaient, qui s'installaient, les familles maghrébines étaient là, africaines et ainsi de suite. Et donc il y avait comme ça cette mixité. Moi j'ai grandi dans les années 70 et 80 dans une cité où il y avait plusieurs catégories sociales. Sauf que tout ça, à un moment donné, s'est arrêté. C'est-à-dire que ces quartiers qu'on a appelés, à un moment donné, des quartiers de transit, c'est-à-dire que vous passiez là, et à un moment donné, vous aviez un peu plus d'expérience, un peu plus d'argent, le premier enfant arrivait, le deuxième enfant arrivait, hop, vous achetiez un pavillon et ainsi de suite, vous partez. Donc on était de passage, sont très vite devenus, au début des années 90, des espèces d'impasses. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi le problème du logement, le problème de l'emploi. Et ma génération, moi je me souviens, on disait, mais vous savez, l'intégration, c'est deux choses. Hein. C'est un job et un emploi. Et quand on voit aujourd'hui les chiffres, il y a bien un problème. C'est-à-dire quand on voit les chiffres du chômage, par exemple, des moins de 40 ans dans les quartiers, on est à près de 45%. Un garçon sur deux aujourd'hui, de moins de 30 ans dans les quartiers, est au chômage, alors que sur le reste du territoire, on est à peu près à 10%. Vous voyez, donc en fait, on parle bien là de territoires pauvres. Et c'est de la pauvreté qu'il faut parler, et non pas de l'immigration ou de la religion. Salim, peut-être pour prolonger là-dessus, est-ce que, de ton point de vue, on vit mieux aujourd'hui en banlieue, dans les quartiers populaires, qu'il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans ? Bonjour à tous et à toutes. Ta question est vraiment importante. Je pense qu'on vit encore mal dans les quartiers populaires. Il faudrait être transparent à ce sujet-là. Parce que moi, à travers mon constat de jeunes engagés, je trouve qu'aujourd'hui, on est toujours sur quelque chose de... En gros, on distribue mal notre budget. On favorise des grosses associations sur l'insertion professionnelle, sur l'accompagnement, sur l'opportunité. Et je pense que nous, aujourd'hui, acteurs engagés sur notre territoire, on est plus légitime à faire ce constat et voir l'analyse qu'on peut proposer aux institutions publiques, mais on n'est pas écouté. Et que, à travers notre regard sur le quartier, on voit que jusqu'ici, rien n'a changé. Quand vous avez le deuxième épisode de Mathieu Kassovitch, jusqu'ici, rien n'a changé, c'est vraiment véridique. C'est qu'on a un constat qui est vraiment réel dans les quartiers, c'est que les jeunes veulent s'émanciper. Bon, on a des barrières institutionnelles, on a aussi des politiciens locaux qui vont nous intimider, nous, les associations, quand on va faire remonter les infos. Et quand nous, on a un dialogue de proximité avec ces jeunes-là, on a tendance à toujours écouter. Nous, on veut réaliser des choses incroyables, des métiers incroyables, valoriser notre famille, de faire plaisir à nos parents.
Et en fait, on n'a pas tout ça. On n'a pas tous ces outils, sachant qu'on a des milliards d'euros qui sont distribués et c'est l'argent de tout ce public-là et notre argent qui est distribué à ces associations, à ces institutions. Et au final, on a du détournement, on a de la corruption. Il faut se dire les termes. C'est pour ça qu'on n'arrive pas aujourd'hui à avoir quelque chose d'impactant et à avoir des jeunes qui peuvent s'émanciper et représenter la France. Quand vous avez des politiciens d'extrême droite à dire que ces jeunes sont issus de l'immigration, c'est déjà une dévalorisation directe. Et c'est comment vous pouvez avoir du résultat si des jeunes veulent s'émanciper, entendre à chaque fois, chaque jour, de la discrimination, de la stigmatisation. Et en fait, on est toujours en train de tourner en rond et on est en train de diviser notre peuple et nous, les quartiers populaires, à se faire taper dessus en disant que nous, on reçoit des subventions tous les jours, quoi. Et c'est là où c'est décevant parce que nous, acteurs associatifs, on n'a pas tous ces milliards d'euros. Nous, on travaille avec les moyens du bord. Peut-être pour rebondir là-dessus, on a presque l'impression, sur l'image des quartiers populaires et la place que ça occupe dans le débat public, d'un recul par rapport à 2005. On a l'impression que c'est encore moins à la mode, entre guillemets, aujourd'hui, politiquement, d'investir dans ces quartiers, justement parce qu'on a peur du discours d'extrême droite sur les quartiers trop favorisés, etc. Est-ce que, de votre point de vue associatif, l'un et l'autre, vous ressentez de la part des pouvoirs publics aujourd'hui au moins une volonté, un intérêt, une écoute? Qu'est-ce que, quand on arrive avec un dossier d'association de banlieue, comment on est reçu par les institutions? Alors pour moi, c'est une volonté déguisée, totalement. On est 3, donc il y a Ali des 4000, il y a Salim aussi, qui intervient principalement donc à Saint-Denis, et moi dans le Val d'Oise Est, donc c'est Garches, Sarcelles, Villy-le-Bel, donc c'est hyper ghetto. Et on a connu les mêmes problématiques. Aujourd'hui, nous, en tant qu'association, on est là pour faire des états des lieux, donc remonter les informations. Et dès lors qu'on remonte les informations liées aux inégalités sociales, à la crise économique, ou voilà, nous notamment, notre spécialité à Garges, c'est les RICS, malheureusement. Dès qu'on va remonter ça, parce qu'on va se dire, bah, écoutez, les jeunes, ils galèrent, parce qu'il n'y a rien, etc., et ben, on va se faire défoncer. Et Ali et moi, on en est la preuve concrète. Dès lors qu'on a commencé à parler, parce que c'est quand même notre objectif, hein, on va dire, remonter les informations et les problématiques, on s'est fait défoncer. Donc, moi, par exemple, et Ali aussi, hein, je me suis pris un contrôle de l'URSSAF, après un mois après, un contrôle de l'État. Ensuite, ils ont retiré toutes nos subventions, parce qu'on a dit qu'à un moment donné, il y a des problématiques telles que, oui, effectivement, des violences policières, parce que nous, notre public, c'est principalement les jeunes, et du coup, on les voit, on est dans la cité tous les jours, donc on voit qu'il y a des contrôles abusifs, c'est systémique, et dès lors qu'on a dénoncé, ben, en fait, on se mange une pression, alors qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas anti-flic ou anti-institution, ou anti-politique, on est là pour travailler ensemble en bonne intelligence. Ça, c'est après les émeutes de 2023, c'est ça? Après la mort de Naël, ouais. Ce que tu décris comme mouvement de perte de subventions? Non, en fait, ça a été déjà compliqué parce que, entre guillemets, des mecs comme Ali, Salim et moi, on est des grandes gueules. Nous, les petits, c'est nos petits frères, c'est nos neveux, c'est nos cousins, c'est nos enfants. On les voit vraiment comme nos enfants. Donc, tu vois, quand tu es impliqué dans ton quartier, en plus, on est des associations de grande proximité, ça veut dire que nous, très sincèrement, on est le 112. Et on l'a vu durant la crise sanitaire, les familles qui étaient en galère, ils nous contactaient. Moi, j'avais des mamans, par exemple, qui étaient victimes de violences intrafamiliales, on me contactait. Les enseignants nous contactaient. En fait, on est le 112, on nous appelle constamment pour tout et n'importe quoi. En plus, on est en pied d'immeuble, au milieu de la cité. Et donc, il y a des choses qu'on a remontées, mais en fait, non, faut être lisse, tu vois. Et la cité, c'est violent. Moi, par exemple, dans mon quartier, je sais qu'il y a 4 ans, j'ai fait un burn-out parce que j'en pouvais plus. J'avais tous les petits de ma cité qui se faisaient assassiner, les uns après les autres. Et même Ali, il me disait, en plus, je suis une femme, je suis une mère de famille. Il me disait, arrête, c'est pas possible. Tous les jours, t'entends des drames, des rixes, des machins. Et tu vas voir les petits, mais quand tu vas les voir
ils veulent faire des choses simples, hein. Genre voilà, ils sont en décrochage scolaire ou ils veulent trouver un job, mais vraiment un job alimentaire. Et quand ils sont discriminés juste pour un taf dans la logistique, tu te dis attends, il y a un problème parce que tu es un noir ou tu es un arabe. Et comme Salim il disait juste avant, il y a la haine qui a d'ailleurs fêté ses 30 ans. Nous, on a réalisé le casting de la haine et finalement, c'est vraiment ça. Jusqu'ici, rien n'a changé. Ali, peut-être puisqu'on a abordé, Nordine a parlé de la banlieue rouge, on a parlé de politique locale, Salim parlait d'élus locaux, quand même regarder la responsabilité, y compris de la gauche, dans cette histoire-là. Comment tu vois politiquement, est-ce que l'échec que vous êtes en train les uns et les autres de décrire des politiques publiques dans les quartiers populaires, c'est aussi l'échec de la gauche finalement dans ces territoires-là? Non, bien évidemment. Après, toujours dans le prolongement de ce qui a été dit, effectivement, moi je suis un peu le prototype du jeune de quartier qui a eu un parcours résidentiel de bar en bar. On parlait de la rénovation urbaine, c'est vraiment la forme. Mais dans le fond, moi je viens d'une ville qui est La Courneuve, avec une population qui vit à près de 50% sous le seuil de pauvreté. Donc quand on nous dit qu'on a mis des milliards, en fait ces milliards ont été investis parce que la situation de vie, de résidence dans les quartiers populaires était tout simplement indigne. C'est de cette indignité qu'on a investi ces milliards d'euros et surtout ça a fait le bonheur, notamment en termes de marché public, des promoteurs et des grandes boîtes. Nous, on n'a rien touché, on n'a rien gagné, hein. Qu'on soit bien clair, parce qu'on parle beaucoup de milliards, de pognon d'eau dingue investis dans les quartiers. Ils n'ont pas été investis sur les personnes, mais ils ont été investis dans le bâti. Et c'est une grande différence, c'est une différence même fondamentale, parce qu'aujourd'hui, nos quartiers sont de plus en plus pauvres. Moi qui étais un peu à l'école et quand j'étudiais, on me disait, l'idée c'était, à travers notamment la rénovation urbaine, c'était l'idée de mixité sociale. Moi, c'est ce mot-là qu'on m'a sorti quand on a détruit ma barre. Quand on a détruit ma barre en 2000, en 99 même, c'était l'idée d'une mixité sociale. Sauf que cette mixité sociale, aujourd'hui, on ne l'observe pas et on voit tout un autre phénomène se mettre en place, qui est un phénomène de gentrification dans nos quartiers et qui expulse peu à peu. Et ce qui s'est passé récemment avec les JO, notamment, moi je l'ai dénoncé, hein, et ça m'a coûté énormément. Il me le disait, mais ça m'a coûté énormément, mais c'est pas grave. Le but aussi d'un acteur associatif, c'est de se mettre bien loin de toute forme de clientélisme et d'exercer sa mission, loi 1901, de liberté associative. Et donc, notre rôle, avant toute chose, au-delà de l'objet de notre association, c'est de pouvoir nous engager librement et de dire les termes qu'il faut là au moment où il le faut. Donc ça, je pense que déjà, c'est une chose très importante qu'il était nécessaire de rappeler. Et en disant cela, j'ai oublié ta question, tu vois. Ça, tu commences à être un homme politique pur et dur, là. La question, c'est sur la responsabilité de la gauche. Mais ce que tu dis, c'est aussi intéressant pour alimenter ça. Il y a 20 ans, la gauche, elle parlait discrimination, elle parlait égalité territoriale, elle parlait de banlieue. Elle en parle de moins en moins. C'est un sujet qui est quand même au second plan du discours politique aujourd'hui, ambiant en tout cas. Est-ce que c'est pour ça que je repose ma question, monsieur le député, est-ce que c'est aussi l'échec de la gauche? Je pense que l'échec de la gauche, c'est d'avoir arrêté l'éducation populaire. Je pense que la gauche aujourd'hui ne fait plus d'éducation populaire. Et quand je parle d'éducation populaire, je ne parle pas... C'est pas l'idée d'emmener les gamins à la mer, hein. C'est pas que ça l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est accompagner justement les acteurs associatifs, les forces vives des quartiers. C'est travailler à l'émancipation, notamment intellectuelle, de ces quartiers, être dans l'exigence de davantage d'égalité dans ces quartiers, de l'égalité républicaine. On a des maires qui ont quand même porté plainte pour rupture d'égalité, parce que dans nos écoles, on a beaucoup moins de profs qu'ailleurs, on a des profs qui ne sont pas remplacés, on a des profs parfois pas expérimentés aussi. Je mets l'éducation au cœur de tout ça, parce que pour moi, c'est le continuum de toute cette errance républicaine qu'on ne retrouve pas justement dans nos quartiers. Et pour moi, tout doit aller... comme il y a un bouquin de Camille Penny qui revenait sur ça, qui s'appelait Le destin au berceau. Et vraiment, on est dans ça. On est vraiment dans ça. Et oui, la gauche a quand même une responsabilité. Moi, mon premier combat, en tant qu'acteur engagé, il a été malheureusement contre la gauche. La droite, je sais
qu'ils sont, en quelque sorte. Je ne suis pas étonné de ce qu'ils vont faire. Mais la gauche, il faut qu'elle soit solide sur ses appuis, et notamment dans l'idée d'une juste représentation et par la suite d'une juste représentation des quartiers populaires. Moi, je suis fondamentalement contre le porte-parole des quartiers populaires. Pendant tant d'années, ça a été le cas. Et aujourd'hui, si on l'entend moins, c'est justement parce que, justement, dans les quartiers populaires, ici et là, nous avons des personnalités qui souhaitent finalement s'engager. Cette tribune, en quelque sorte, est l'expression de cela aussi. L'idée, c'est pas de dire les Noirs et les Arabes doivent prendre davantage la parole, mais doivent être considérés comme des Français à part entière et non pas des Français complètement à part. Et ça, il est fondamental que la gauche joue complètement son rôle dans cet objectif-là, notamment dans les sujets liés en premier rang aux violences policières, au manque de moyens dans l'éducation, au manque de moyens dans les hôpitaux. On l'a vu pendant la crise sanitaire, tout ce qui s'est passé. Pourquoi la Seine-Saint-Denis a payé le plus lourd tribut de la crise sanitaire, en tout cas de la France métropolitaine. Je ne parle même pas des Outre-mer, où là c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il y a une inconsidération de l'État, il y a une organisation même, et cette organisation-là, parfois elle est faite, et j'ai du mal à le dire, mais elle est faite avec une certaine forme de complicité d'une gauche qui ne s'assume pas dans ses valeurs, qui ne s'assume pas dans son opposition. Moi, je dis souvent qu'on n'a pas le bon bouclier à gauche. La gauche, elle est plurielle. Moi, je suis pour la... J'avais lu un bouquin à l'époque, c'était la note sur la suppression générale des partis politiques de Simone Veil. Et c'est dire, hein. Aujourd'hui, je me suis installé dans un groupe de la France Insoumise, mais avant ça, j'ai fondé ce qu'on appelle la Seine-Saint-Denis au cœur. Donc moi, je m'inscrive pleinement dans ça. Il faut sortir de ce prisme-là des quartiers populaires et il faut que la gauche s'assume en tant que gauche. Tant qu'elle ne s'assumera pas en tant que gauche, ce sera très compliqué de faire face à ce qui nous pend au nez, les Retailleau et consorts, qui se permettent tous les discours d'Interville au ministère de l'Intérieur. Voilà, ces discours-là, on les retrouve et ça fait quand même mal. Et ça fait encore plus mal quand on voit que la gauche, au pouvoir, pas au pouvoir malheureusement, mais la gauche qui a été même au pouvoir, ne s'assume pas comme elle devrait l'être. On va, le temps passe, etc. Donc je regarde mes fiches, j'ai l'impression d'être Nagui avec mes petites fiches. On va essayer d'aborder 2-3 sujets importants dans la veine de ce qui a été dit, et après de prendre quelques questions du public sur le temps qui nous restera. Nordine, peut-être pour prolonger ça. Tu as présenté pendant des années une émission politique qui était diffusée sur France Télévisions, sur LCP à l'époque, qui s'appelait le Bondy Bloc Café, où tu as interrogé toute la classe politique, y compris des anciens présidents de la République, etc. Sur la responsabilité des uns et des autres, sur la place que ça occupe, ce sujet, dans le discours politique. Qu'est-ce que ça t'inspire? Le simple fait que cette émission n'existe plus, est-ce que c'est pas aussi le symbole de quelque chose? Qu'on pourrait relancer d'ailleurs. Mais c'est juste pour dire que quand vous parlez de la gauche, en fait, moi j'aimerais bien que l'on définisse de quelle gauche on parle. Pour moi, il y a une gauche des années 60, 70, 80. Je parlais tout à l'heure des jeunes couples et tout ça. C'était souvent des militants qui, à un moment donné, rentraient après dans les partis politiques et finalement rentraient avec leur vécu, leur expérience, leur douleur, leur joie, leur bonheur et tout ça là-dedans. Et donc tout ça s'articulait dans les réflexions. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les années 80, on parlait des partis politiques comme des laboratoires politiques. Et c'est d'ailleurs là qu'est née la politique de la ville. La politique de la ville, le souci des quartiers populaires, c'est un enfant de la gauche des années 70-80, qui est aussi héritière des combats de 68. Et donc, sauf que la gauche, cette gauche-là, est morte au début des années 2000, 2005, 2010, où là, on a eu une composition, par exemple, notamment du Parti socialiste français, qui est plutôt... Je vais faire un peu dans la caricature, mais c'est un mot un peu fourre-tout, un mot valise, mais en gros, c'est une gauche de bobos. C'est des gens qui ont fait des grandes écoles, qui sont certainement très brillants intellectuellement, qui ont coché toutes les cases et ainsi de suite, mais qui n'ont absolument pas, en réalité, ni l'expérience, ni la curiosité intellectuelle de se préoccuper de cette question du destin commun. Et donc, la gauche française, et notamment le Parti socialiste, non seulement dès le début des années 80, on ratait un rendez-vous hyper important, celui de la marche, et notamment de cette génération qui a fait la marche en 83, mais il se trouve qu'en 82 et en 83, on a fait le tournant de la rigueur, donc on a complètement oublié finalement le changer la vie
Parce que ça aussi, c'était quelque chose d'important. Moi, je me souviens à la fin des années 70, au début des années 80, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, il y avait une vraie effervescence, et d'où la marche, la lutte contre les violences policières, hein, parce que le début de la marche, c'est quand même un coup de feu d'un policier. Et donc, si tu veux, on était dans une logique, encore une fois, que les questions que rencontraient les habitants dans ces quartiers pouvaient avoir une réponse politique, mais parce qu'il y avait un cordon ombilical, il y avait des militants de gauche dans les quartiers, il y avait cette mixité sur laquelle aujourd'hui on tambourine, on court pour la créer, et on en parle d'une manière un peu gentille, mais en même temps on n'applique pas les lois qui impose qu'on ait 20 ou 25% de logements sociaux dans les quartiers. Et donc, toi, il y a une espèce comme ça d'hypocrisie de la gauche française. Parce que, alors c'est vrai, et moi je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, je pense que sur ce terrain-là, c'est pas la peine de se battre avec les gens de droite. On connaît leurs idées, voilà, donc ils se défendent comme ils veulent, on n'est pas d'accord de ça. Mais sur la problématique de la politique de la ville, le Parti socialiste, et moi j'aurais espéré que, tu es peut-être un peu trop jeune, Ilyes, mais quand Jospin, à un moment donné, a dit, au début des années 90, le droit d'inventaire des deux quinquennats de François Mitterrand, j'aurais aimé qu'il y ait encore un point dans cet ordre du jour et qu'il y ait aussi un droit d'inventaire sur toute cette génération qu'on a mise de côté et qui pourrait nous être utile aujourd'hui dans la relation avec ces quartiers. Pourquoi ? Parce que on a créé des associations au début des années 80, on s'est battu, tout ce que disent nos deux jeunes ici, c'est des choses qui ont été dites dès le début des années 80, et on a mis gentiment une partie de cette population de côté. Alors quand je dis on n'est pas dans le complotisme, mais c'est juste pour dire que si on avait réussi à intégrer toute cette génération qui était dans l'effervescence des débuts des années 80 et qui portait un discours républicain, mais républicain, j'ai souvent tendance à dire qu'on nous a lavé le cerveau avec les valeurs républicaines que nous défendons aujourd'hui corps et âme. D'ailleurs, nous les défendons. Et quand je vois aujourd'hui ce que dit la droite et l'extrême droite sur les valeurs républicaines et sur les institutions républicaines, je ne sais pas qui est l'ennemi finalement de la République. Et donc c'est pour ça, pour vous dire que je pense qu'il y aurait un droit d'inventaire à faire sur ces 20 dernières années ou ces 30 dernières années, non pas pour dire c'est votre faute, mais pour dire, mais de toute façon, nous n'avons pas le choix. Ces gens-là ne partiront pas. Ça aussi, c'est une question relativement importante. La France n'est jamais sortie de l'idée que finalement, une partie de cette population-là avait vocation, comme on dit pompeusement, à quitter le territoire. Or, on n'est plus dans cette logique-là. Il n'y a plus personne aujourd'hui dans les quartiers qui considère que son pays, il est là-bas. Nous, on a tous des villages au-delà de la Méditerranée, mais notre pays et le pays que nous voulons servir est ici, et c'est ce que moi j'ai entendu depuis 30 ans de toutes les générations que j'ai pu rencontrer. Donc la gauche française devrait plutôt revenir, parce que c'est là où elle a son socle électoral, c'est là où elle a la noblesse de ses idées défendues, de l'histoire même de la gauche, et c'est sur ces terrains-là que la gauche devrait aujourd'hui avoir de l'audace, avoir du courage, parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est que personne ne porte cette douleur des quartiers. Parce que électoralement, ça ne paye pas. Justement, ça me permet de faire un bond vers l'état actuel du rapport de ces jeunes à la politique aujourd'hui dans les quartiers. Est-ce que tout ce qu'on décrit de désintérêt, de discrimination structurelle, ça a engendré, je vous pose la question à l'un et l'autre principalement, est-ce que ça a engendré les déserts politiques qu'on décrit parfois ? Est-ce que ça a engendré une forme de désintérêt de ces générations pour la chose publique, etc., une forme de rejet de cette chose-là, ou est-ce qu'au contraire, vous voyez une sorte de flamme politique qui continue d'exister, d'intérêt, de politisation d'une manière ou d'une autre ? Qui commence ? Moi, je pense que au mois de juin, on a eu un rassemblement grâce à la dissolution de M. Emmanuel Macron qui a pu rassembler les quartiers populaires. Les quartiers populaires se sont mobilisés, Inde, Ali et tous ceux qui sont ici présents. C'est qu'on a vu le danger. On a vu le danger de l'extrême droite qui allait instrumentaliser la division de France. C'est que quand moi je pars à Boken, à Amiens, et que je vois Ruffin, on dialogue directement, mais en fait je vois les mêmes problématiques qu'il y a dans les quartiers populaires. Et moi, je suis un jeune des quartiers. C'est que je me dis, mais en fait, on a les mêmes problèmes, mais on a des partis politiques
qui sont en train de diviser juste pour leur propre électorat. Et ça, en fait, ça nous permet de voir la réalité et de nous encourager à pas ignorer cette politique et pas aller voter. Je pense que ça nous permet de nous rassembler pour aller voter et rentrer même à l'Assemblée nationale. C'est possible que ça soit un blanc, un noir ou un arabe, c'est qu'on est tous du même pied d'égalité. Aujourd'hui, quand vous allez dans des pays, par exemple, moi, dans mon pays d'origine, au Sénégal, comment on traite aujourd'hui, comment nous, on nous traite français, avec respect et toujours avec valorisation. Mais quand nous, aujourd'hui, on est en France, on vit en France, on voit le désintérêt politique de certains politiciens, surtout de gauche, des fois. Comme il disait Ali, le combat qu'on mène, nous, les quartiers populaires, c'est vers certains politiciens de gauche. Quand moi, j'ai mon maire, Mathieu Hanotin, Parti socialiste, on pense que c'est de gauche, qu'il est prêt à nous écouter et qu'à la finalité des choses, il nous ramène la police municipale pour nous intimider parce que 2026 approche et que 2026, nous ne sommes pas avec son électorat, nous ne sommes pas instrumentalisés et que nous, aujourd'hui, représentants des quartiers, on arrive à inciter les jeunes à dire hey, les gars, il est temps de se mobiliser, mais pas contre nous, le peuple, mais contre eux. Parce que c'est eux qui nous méprisent tous les jours, c'est eux qui nous instrumentalisent sur CNews et sur la télé. Avant, on ne pouvait pas voir tout ce racisme-là. Aujourd'hui, on le voit, on le banalise, on l'accepte aujourd'hui dans nos quartiers. Et je pense que ça motive plein d'autres. Et je pense qu'il y aura une nouvelle gauche aussi, sans les socialistes. Parce qu'il faut aussi se le dire, ça aussi. Et puis voilà, quoi. Je pense que le constat, pour moi, il est fait, quoi. Peut-être là-dessus. Ouais. Alors, pour rebondir, nous, par rapport à l'intérêt, on pense qu'il y a vraiment un désintérêt total chez les jeunes. Ils font plus du tout confiance à la politique, hein, clairement. D'ailleurs, on a lancé, comme tu le dis, hein, on a lancé un mouvement qui s'appelle Ma cité va briller, et le slogan, c'est « La hagra, ça paye pas ». Du coup, on a fait tous les quartiers d'Île-de-France, et même en Provence, on est parti chercher les jeunes et les habitants pour aller voter, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, ok, certes, c'est vrai, même nous, on est écœurés vis-à-vis des politiques, même localement, on le sait, parce qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'association, on sait qu'on a un électorat, on est proche de nos bénéficiaires et des habitants, parce qu'ils ne nous voient même pas comme des acteurs associatifs, ils nous voient comme des frères et sœurs. Donc, on nous drague dès qu'il y a les élections, et ça a toujours été comme ça. Dès lors qu'on ne souhaite pas s'investir, bah voilà, on nous hagar, clairement. Et du coup, on a lancé ce mouvement, justement, qui a vraiment pas mal pris. Et on a eu vraiment des jeunes qui sont venus avec nous et qui sont partis voter. Et dans tous les quartiers où on a été, les gens, ils ont vraiment voté parce qu'ils se sont dit, effectivement, là, on fait confiance à des gens comme nous, en fait. C'est la question de la représentativité hein, qui, du coup, est en filigrane. Je me demandais comment nos traductrices en langue des signes avaient traduit la hagra, ça paye pas, mais je salue leur talent. Peut-être un dernier tour de table rapide avant de prendre quelques questions de la salle sur une forme de projection à quelques années. Est-ce que l'histoire aujourd'hui des quartiers populaires est condamnée à ce cercle sans fin de désintérêt médiatique, de jeunes qui décèdent de suite de contrôles policiers, de révoltes urbaines, d'intérêts médiatiques éphémères, puis un nouveau cycle de désintérêt politique et médiatique? Est-ce que finalement c'est l'histoire des 5-10 prochaines années, ou est-ce qu'il y a des leviers qui vous donnent un tout petit peu de raison d'espérer les uns et les autres? Peut-être comme à l'Assemblée nationale, Ali, 1 minute 30 chacun, avant de prendre les questions de la salle. Qui commence? Pour faire 1 minute, voire 1 minute 30. L'idée de la représentativité, je pense que c'est quand même très important. La représentativité, l'idée de l'éducation populaire, je reviens dessus. On a parlé de Sarkozy tout à l'heure. Sarkozy, quand il arrive au pouvoir, il casse un code, c'est qu'il permet à des Noirs et des Arabes d'avoir des postes à responsabilité, chose que la gauche n'avait pas faite avant. Et par la suite, en 2008, je crois qu'il y a les élections municipales, et c'est là où vous voyez beaucoup de Noirs et d'Arabes et Indo-Pakistanais entrer dans les conseils municipaux. Je pense que s'il y a une chose de bien qu'il a faite et de moins bien, c'est celle-ci. C'est-à-dire bien parce que ça a permis de casser un peu les codes, et de moins bien parce qu'on a vu que c'était encore une fois une manœuvre pour justement casser l'unité de la gauche autour de personnalités et de mouvements historiques. Ensuite, sur l'idée de vision dans le futur, je pense que
moi, je pense que les quartiers ne sont pas des déserts politiques. Bien au contraire, je pense que tous les jours, au quartier, partout où on va, on discute politique, on parle de la vie de tous les jours, on discute de sujets éminemment politiques, et que cette exigence de représentativité va amener de plus en plus de personnes, avec l'éducation populaire toutefois, aux gens vers l'urne. Mais l'idée, c'est pas que de voter. L'idée, c'est surtout de s'investir, de s'engager et de faire bouger les lignes. Fondamentalement sur place, dans sa ville, dans son quartier, dans son environnement social, proche ou moins proche. Et je pense sincèrement que, bien évidemment, on va toujours être confronté encore et encore à ces stigmates d'une histoire coloniale, parce que pour moi, la gestion des quartiers est une gestion, qu'on le veuille ou non, qui a été coloniale. Ce n'était pas qu'une question ouvrière. Il y a une question ouvrière, de quartier dortoir, etc. Mais dans son prolongement, il y a un continuum qui a continué. Aujourd'hui, la stigmatisation qu'il en est fait, notamment à travers les médias et les politiques, montre et atteste de cela. Mais je ne désespère pas quand je vois cette salle aussi, même si on n'est pas vraiment dans une salle, mais en tout cas, cet auditoire, qu'on le voit, qu'il est multiculturel. Pour moi, c'est ça la France aujourd'hui. C'est cette France-là qui est en train de s'exprimer, qui est en train de proposer une autre voie. Et moi, je ne désespère pas. Très franchement, je suis très, très confiant, notamment pour les futures générations qui n'auront pas, j'ai envie de dire, à assumer malheureusement une histoire, non pas qui n'est pas la leur, mais qui vont l'assumer avec un peu plus de recul et beaucoup plus d'humanité et de fraternité, parce que c'est aussi notre devise. Et je pense qu'il faut s'y accrocher. Et quand je vois cette salle entre guillemets, je suis plutôt confiant pour la suite. On était un peu au-delà de la minute 30, mais c'était important ça donne une touche d'optimisme à ce débat qui est entré dans les problèmes, on dira. Nordine. Ouais, d'ailleurs, pour paraphraser Gramsci, on peut dire que, au fond, le pessimisme de la pensée n'interdit absolument pas l'optimisme de l'action. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est exactement cela, en fait, dans les quartiers. D'abord, les quartiers ne se révoltent que lorsqu'il y a une injustice, qu'il y a une hogra. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, effectivement, je pense qu'il y a un potentiel incroyable. Et on ne dit pas ça parce que c'est la méthode Coué, parce que c'est la fin du débat. Mais c'est parce qu'on sait que dès lors que les quartiers sont enfermés uniquement dans la violence, lorsqu'il y a une violence policière, donc on peut considérer que le reste du temps, les quartiers vaquent à leurs occupations, se battent, font des choses. Et il y a toute une génération, aujourd'hui, quasi classe moyenne, qui sort des quartiers, qui crée, qui porte l'image finalement de ce pays à l'international. Il suffit d'aller voir la sortie des universités, il suffit d'aller voir les grands festivals pour voir à quel point aujourd'hui la touche des quartiers populaires existe, ce côté un peu multiculturel qui a été un peu dévoyé finalement par le marketing notamment du Parti socialiste dans les années 80. Mais c'est juste pour dire que dans les quartiers, il y a de la politique parce que les conditions sociales sont politiques. À partir du moment où vous avez des gens qui veulent s'émanciper, qui veulent progresser, qui veulent sortir aussi de la situation dans laquelle ils sont, c'est une démarche politique. Et donc le problème, ce n'est pas tellement ce qui se passe dans les quartiers, c'est que se passe-t-il aujourd'hui dans les centrales politiques, dans les centrales syndicales, pour se reconnecter avec ces territoires-là. Et donc finalement, c'est presque un coup de pouce qu'on pourrait donner pour régénérer le débat politique en France, si on se préoccupait d'une manière intellectuelle, politique, de ces quartiers, non pas seulement les enfermer dans des problématiques sociales. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, je pense qu'on peut vraiment se reconstruire et se réinventer, mais vraiment, pas juste pour le dire gentiment comme Macron a pu le dire. Il y a vraiment de la place aujourd'hui dans les quartiers parce qu'on est face à des générations qui sont mieux éduquées, qui progressent aujourd'hui dans un certain nombre de domaines et de secteurs économiques et qui, en plus, maîtrisent tous les enjeux et les mutations de nos sociétés. Je pense notamment aux nouvelles technologies, je pense notamment aux aspects médiatiques qu'on n'a pas abordés, mais c'est juste pour te dire qu'aujourd'hui, les quartiers peuvent aussi se défendre médiatiquement, ce qui n'était pas possible il y a encore quelques années. Aujourd'hui, vous avez des gamins, des gamines qui produisent des choses, qui mettent ça sur les réseaux sociaux, qui racontent leur quotidien et qui finalement envoient des messages très positifs à l'extérieur et qui encouragent, parce que nous sommes nombreux à être seuls en réalité. Nous sommes très très nombreux, nous sommes beaucoup plus nombreux que ceux qui pensent que tout est foutu. Vraiment. Et donc il suffit juste un peu de se requinquer et reprendre un peu les choses en main pour pouvoir continuer à défendre les valeurs de ce pays qui nous ont été apprises à l'école publique. Et ça, c'est relativement important. Merci.
On essaye de tenir le temps. Salim, sur ces... Oui, bah... Oui, c'est vraiment parce que j'ai du respect pour toi. J'ai resté 30 secondes, même pas. Non, vas-y, Salim, je t'en prie. Sur les leviers pour la suite, justement. Pour les leviers pour la suite, c'est de rester unis, de faire confiance aujourd'hui au quartier populaire, de ne pas oublier nos deux problématiques, que ce soit dans les villes ruraux et dans les villes populaires. C'est d'être unis, de s'écouter, se comprendre, avancer ensemble, main dans la main. Des fois, on ne sera pas d'accord sur des débats, mais c'est des débats qui pourront nous faire avancer, qui peuvent aussi sortir du résultat dans nos quartiers et de faire découvrir la nouvelle France à nos anciens, de montrer notre potentiel à l'état pur et notre imagination, parce qu'on imagine tous les jours, chaque nuit. Moi, tous les jours, je travaille dans mon local et je réfléchis, j'ai des réflexions avec mes jeunes, parce que c'est une association, Univers Project, qui est créée par des jeunes pour des jeunes. Et c'est ça l'exemplarité aujourd'hui de cette nouvelle France. Et grâce à nos anciens et anciennes, on a pu aussi émerger et pas faire les mêmes fautes, parce qu'on les écoute juste derrière eux. Et on va essayer d'avancer au fur et à mesure du temps. Quand il a dit nos anciens, il parlait de lui. Hein. Faut accepter le poids des années qui passent, hein, messieurs, dames. Inde, pour finir. Ouais, pour clôturer, effectivement, il faut rester unis. Ça, c'est très important. Et on le voit, hein, quand on s'unit tous, il y a beaucoup plus d'impact. Par rapport à ce qu'il disait Nordine, c'est vrai que le Bondi Blog fait partie des précurseurs, hein, qui parlaient de la banlieue de manière différente. Il y a aussi beaucoup de médias comme le nôtre, aussi Urban Street Reporter, que je vous invite à suivre d'ailleurs, qu'on a lancé en 2016, parce que justement, en 2015, on n'était plus des délinquants, mais on était potentiellement vus comme des radicaux qui allaient en Syrie, qui allaient tout faire péter. Donc nous, on a décidé de prendre la parole pour justement la donner à ceux qui sont concernés de manière intègre. Et aujourd'hui, pour moi, c'est très important de voir aussi des jeunes comme Salim, parce que Salim, il est très jeune, hein, des mecs hyper impliqués, des jeunes aussi comme il y a Rania juste en face de nous qui est en service civique au sein de l'association, qui crée du contenu. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne se laissent plus faire. Et cette génération, elle est beaucoup plus différente. Nous, on est arrivés plus en mode hardcore. Eux, ils sont là plus déterminés. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Bon, on a juste après une émission d'Edoui Plenel que je ne voudrais pas mettre en retard, évidemment, mais est-ce que peut-être on peut prendre 1, 2, 3 questions de la salle? Désolé si d'avance ça génère des frustrations, c'est pas de ma faute. Merci pour les possibilités de questions. Alors moi j'en ai 2 en une. La première, vous entendez? La première comporte la qualification de ce qui s'est passé suite à la mort de Naël. Et on a lu, et on a entendu, et on entend parler autour de soi, émeute. Et moi, je dis révolte. Pourquoi? Parce que révolte, c'est révolte contre un système, contre des inégalités. Et Nordine, vous avez parlé de révolte. Et ce qui est intéressant, c'est d'expliquer pourquoi il y a eu ces révoltes. Et Nordine et Ali, vous avez parlé de misère et de 50% de personnes qui sont au-dessous du seuil de pauvreté. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de faire les bonnes qualifications et de dire ce qu'il y a derrière. Voilà, donc si vous voulez revenir là-dessus, mais beaucoup de choses ont été dites et je pense que ce mot émeute, il faut le bannir. Parce que moi, je suis dans un milieu relativement à l'aise, des gens non politisés, et j'entends bien que c'est ce mot-là qui revient. Et moi, je explique. Et on nous écoute parfois, mais il faut expliquer derrière, sociologiquement, ce qu'il y a derrière le mot révolte. Première chose. Deuxième chose, important aussi, je sais qu'on vous a coupé pas mal de budget pour les associations, ce qui me semble très grave. Donc, est-ce que vous pouvez rappeler quelle est la valeur ajoutée des associations en termes d'éducation citoyenne, en rapport à ce que vous voulez nous dire, que les jeunes se mobilisent? Voilà, donc je pense que c'est extrêmement important de parler. Est-ce que je voulais faire le lien aussi entre les partis politiques, donc moi j'ai milité à l'AFI. La seule façon pour que la gauche gagne, c'est de tisser des liens forts et dynamiques avec les assos, les syndicats et tout ça. Voilà, merci. Merci madame. Là c'est vraiment comme à l'Assemblée par contre. Il faut vraiment que ça dure 1 minute si on veut pouvoir en prendre au moins une deuxième.
Je dis ça d'autant plus que c'est passionnant et c'est des sujets. Vous touchez du doigt à des sujets centraux. Qui veut réagir? Sur le... Ali, In, 30 secondes chacun, on partage. Non, sur le terme, et vous avez complètement raison. Hein. L'idée, c'est d'évoquer les termes avec, j'ai envie de dire, précision, notamment dans la défense de notre camp social. La question des révoltes urbaines est beaucoup plus appropriée que celle d'émeutes. Après, on a tellement mis dans la tête des gens le mot émeute depuis 2005 qu'on en oublie, j'ai envie de dire, un peu les causes, en s'intéressant beaucoup plus aux conséquences. Alors que les causes, c'est celles qu'on a en partie et très rapidement évoquées tout à l'heure. Donc oui, exactement, la question des révoltes urbaines est beaucoup plus appropriée sur les difficultés qu'on peut rencontrer, qu'un certain nombre de jeunes rencontrent. Et j'ai envie de vous dire même de manière très inconsciente. Ça veut dire qu'inconsciemment, nous-mêmes, on va parler d'émeutes alors qu'il s'agit réellement de révolte. Parce qu'on est révolté face à ce sentiment d'injustice sociale, chronique, structurelle, du racisme systémique, qu'on se permet en tout cas de faire des choses qui sortent un peu des clous. Mais des fois, j'ai envie de dire que la démocratie est née d'une révolte et d'une révolution, et certains devraient s'en rappeler beaucoup plus souvent. Inde. Ah non, c'était à Inde, Nordine Nabili. Non, Inde peut-être très rapidement. Et s'il y a une deuxième question, je ne sais pas si... Ouais, il y a une deuxième question, on va la prendre. Inde Ayadji. Alors merci madame déjà, parce qu'effectivement, il y a 2 jours, je parlais avec les jeunes et je leur disais, on est un pays où effectivement il y a eu la révolution. Et nous, en tant que banlieusards, dès qu'on se révolte, on parle d'émeutes. Les gilets jaunes, c'était des révoltes urbaines. Et c'est très important de justement reprendre les termes. Donc effectivement, ce sont des révoltes et non des émeutes. Merci beaucoup. Peut-être la dernière question. Moi, c'est une question que je vous admets. En fait, vous parliez de la République, de ses principes, mais aussi de sa devise sur l'égalité, comme un précepte qui, en fait, permettrait une solution améliorative pour nous, les personnes racisées. Et moi, je pense qu'expressément, en fait, c'est l'outil républicain qui a permis d'invisibiliser cette question-là, en décrétant qu'en fait, la question raciale, c'était un peu un non-sujet. Et du coup, je constitue que c'est ce précepte qui a un peu invisibilisé les particularités de chacun. Parce que la République, en fait, elle s'est jamais pensée comme un phénomène racialisé ni racialisant. Et Ndiaye, avant d'être ministre sous Macron, il avait dit que la République, elle ne voit pas les races, mais elle continue de les produire. Et du coup, où est-ce qu'on doit se situer, nous, à ce niveau-là, en utilisant un outil qui, en fait, nous a un peu desservi ces dernières années et dans l'histoire. Comment on se réapproprie, en fait, le principe républicain en notre faveur. Voilà, merci. Ah, il ne peut pas répondre en 1 minute, nous dit Nordine Nabili, mais il faut absolument. Non, mais franchement, je suis là cet après-midi, on peut continuer à discuter, mais c'est juste, je me permets de te tutoyer, parce que comme je suis le vieux ici. L'ancien. Non, mais c'est... Moi, je suis né au Maroc et je suis arrivé à l'âge de 8 ans en France. Je ne savais ni parler, je ne connaissais pas du tout ce pays. En plus, mon père était arrivé en nous disant... Alors, c'est pour ça que je ne pouvais pas répondre en 1 minute, qu'il faut que je raconte quand même un peu ma vie, mais c'est juste pour te dire que je suis resté en France sur une espèce d'incident, en fait. Je pensais qu'on était juste en vacances et qu'on allait rentrer. Donc on m'a inscrit à l'école. J'étais le seul petit arabe dans une école alsacienne et ainsi de suite. Et donc, et comme en Alsace, tu veux, il y a le concordat, le jeudi matin, le curé du village venait donner la messe. Moi, on me mettait dans une petite bibliothèque et donc j'ai eu la chance de commencer à découvrir les auteurs à ce moment-là. Donc j'avais 8 ans et demi, donc toi, pour te dire un peu. C'est pas du tout du storytelling, c'est juste pour te dire à quel point je suis un enfant de la République. Et je suis un enfant, si tu veux, de la croyance qu'on peut y arriver si on travaille, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la force du réseau, il y a évidemment les gens que l'on rencontre, mais il y a des principes. Il y a des principes qui sont l'égalité, la fraternité, la liberté. Et donc, c'est des horizons. Et évidemment, pour y arriver, il y a plein d'obstacles. Et notamment des obstacles parce que c'est quand même des sociétés hyper concurrentielles. Et donc, effectivement, la question de la race joue à ce moment-là. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a 3 chaises et que vous êtes 4, on regarde si le 4e, il n'est pas basané. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut annihiler ces choses-là. Ça veut dire qu'en fait, c'est les pratiques qui tendent à mener à cette situation-là qu'il faut réfléchir et travailler. Parce que ces valeurs-là sont quand même le résultat d'un gros combat que nous devons respecter, que nous devons comprendre. Donc c'est juste pour ça. Et donc je pense que d'une certaine manière, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que
Si on part uniquement sur la question du nous, du eux et ainsi de suite, on a déjà perdu. Or, je pense qu'on nous pousse de plus en plus, justement, à être dans des bulles de filtres, à être dans des compartiments et des choses comme ça, justement pour ne pas faire en sorte que la République se regarde en face. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'enfants illégitimes. Mais si tu veux, on peut discuter tout ça. Et puis, il y a plein d'auteurs, il y a plein de trucs, et je suis même très heureux qu'une jeune fille comme toi se pose ce type de questions, parce que je pense que c'est ce qui va déverrouiller la société française dès lors qu'on mettra ces choses-là sur la place publique. Merci. Une dernière minute, il y a une toute dernière question. Je vois son regard enflammé depuis tout à l'heure, je ne veux pas trop générer de frustration. Il nous reste vraiment 1 minute 30. 1 minute, alors du coup, je vais être court. Je me demande, est-ce que nous-mêmes, en tant que Noirs et Arabes, en fait, dans les quartiers populaires, on ne s'auto-censure pas un peu trop et qu'on ne vise pas le maximum et au lieu, par exemple, de bien travailler à l'école, etc., même si le système, en gros, n'est pas idéal, mais au moins, il permet de faire des études et que nous-mêmes, on ne se met pas les propres freins. Et parce qu'en fait, c'est vrai que vous avez dit que qu'il y a ici, il y a des Noirs et des Arabes et tout, mais je trouve que, hélas, ici, là, c'est triste, mais il n'y a pas assez de Noirs et d'Arabes. En fait, nous-mêmes, les quartiers, en fait, on n'est pas là et je ne vois pas, en fait. À part les jeunes là, mais je ne vois pas. Est-ce que du coup, on ne se censure pas? Salim ou Ali, celui qui le sent, mais il faut vraiment être court. Moi, je pense qu'on nous a appris à rester à notre place, apparemment. C'est qu'on ne se censure pas du tout. On ne nous a pas appris à quitter notre zone de confort. C'est que quand tu as tendance à entendre dans les médias enfants issus de l'immigration, tu n'oses pas aller dans des endroits comme ça. Moi, par exemple, non mais je vais te dire, c'est que moi, en 2023, c'est là où j'ai eu l'éveil de conscience. C'est que j'étais ancré dans mon quartier, j'étais posé dans mon quartier, j'avais des discussions importantes, impactantes, mais j'ai pas pu les transmettre à l'extérieur. Parce qu'on m'a pas appris à l'école en primaire que l'enfant du 16e pourrait être mon ami. On m'a dit, reste à ta place, va apprendre le programme qu'on te propose dans les quartiers populaires. Et l'autre côté, quand tu vois la différence sur Paris, dans des écoles privées ou même publiques, qu'on n'a pas le même programme, tu te poses des questions. C'est pas que uniquement de notre faute qu'on soit noir ou arabe. Je pense que ça va... C'est aussi l'écosystème qui a voulu ça. C'est qu'on nous a imposé ça. Est-ce que tu as déjà entendu dans un autre pays un blanc issu de l'immigration? Non. Pas du tout. Mais et en fait, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. C'est que la réalité, elle est devant nous, mais on essaie de tourner autour du pot et pas gêner les autres. Mais nous, en tant que Noirs, Arabes ou Blancs, c'est aussi d'être au même pied d'égalité et dire les vrais termes. Dire que ce qui se passe actuellement, c'est intolérable et c'est indigne. Et on ne peut pas se taire en disant qu'on doit travailler 2 fois plus que les autres. Dans les quartiers populaires, on n'est pas là pour se victimiser, mais on fait un constat et c'est vraiment fatal en vrai. C'est que ce qui se passe depuis la primaire, c'est qu'on est assis dans une chaise, on a de l'orientation subie. Moi, j'ai fait une classe spécialisée où je passais en CLIS et en SECPA. Je ne l'ai pas voulu. Je ne l'ai pas voulu. Mais malgré ça, j'ai eu un BTS en Bac+2, hôtellerie-restauration, à l'international, pour te dire. Mais pour te dire, j'ai fait 2 fois plus que les autres, c'est vrai. Mais je me suis dit que c'est intolérable de choisir mon avenir. Et pour cela, j'ai arrêté la cuisine, parce que je ne voulais pas faire ça. Et aujourd'hui, j'ai un engagement politique où je me dis que l'éveil de conscience, elle est importante pour les jeunes générations derrière. Voilà quoi. Merci beaucoup. Je voulais quand même remercier vraiment énormément les 4 intervenants. Merci beaucoup vraiment à tous les 4 d'avoir été là. Et vous dire de façon un peu plus personnelle que voilà, je suis très 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 fier d'avoir qu'on ait pu avoir cette discussion-là, qu'on ait pu avoir plus d'1 heure consacrée à cette question des quartiers populaires avec des choses importantes à mon avis qui ont été dites. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec tout, etc. Mais je trouve ça important que ça ait pu avoir lieu. Je vous disais, moi j'ai grandi juste là et que 30 ans plus tard, pouvoir en tant que journaliste dans un journal comme Mediapart avoir cette discussion-là ici, moi j'étais très fier que ça ait lieu et donc je voulais vous remercier les uns et les autres pour ça. Merci beaucoup.
Mediapart.